Hello hello les zouzous, écoutez, bienvenue à vous ou alors bon retour dans cette vidéo qui va être vraiment une vidéo très orientée science et du coup très L'Oréal pour ainsi dire, on est très corporate. Aujourd'hui, ça fait un certain temps que j'ai envie de vous faire cette vidéo, mais il fallait que je trouve en fait juste le temps pour pouvoir me poser et pour pouvoir aussi choisir quelques articles en fait à vous montrer. Je trouvais ça intéressant. Juste avant qu'on commence, vous allez peut-être voir que j'ai le dessous des yeux. Enfin, je sais pas exactement comment ça va être vu à la caméra parce que juste avant, en fait, je vous ai filmé une review, un crash test sur le dernier bébé concealer de chez Herborian et j'ai mis deux teintes différentes, donc c'est peut-être un peu pour ça que j'ai peut-être le contour des yeux un peu différent. Dans la vraie vie, effectivement, je vois une différence. Enfin bref, c'est pas très important. Alors je sais pas si la vidéo sera déjà publiée ou pas, donc on verra bien parce que j'ai pas encore décidé de l'ordre. Je pense que vous avez vu mon chat qui est trop mignon et juste à côté j'ai mes petits dragons parce que cette année c'est l'année du dragon dans le calendrier chinois, donc il n'y a pas que la Chine d'ailleurs qui fête qui fête le nouvel an sur le calendrier lunaire et cette année c'est l'année du dragon. Enfin bref. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va être une vidéo assez scientifique. Je sais pas si c'est quelque chose que vous savez, mais en fait L'Oréal, depuis de nombreuses années, en fait, investit énormément dans la recherche. Et quelque chose que j'apprécie particulièrement avec L'Oréal, c'est que non seulement ils investissent dans la recherche, mais c'est surtout qu'ils publient. Et ils publient dans des journaux, ce qu'on appelle en peer review, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont écrit cet article-là, cet article va être lu par des pairs, par d'autres personnes qui sont spécialistes des sujets, et là en l'occurrence de tout ce qui va toucher un petit peu à l'effet des UV sur la peau, mais pas que. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Ils ont aussi la même chose sur certains de leurs actifs, et c'est quelque chose vraiment que je salue, parce que quand on regarde l'ensemble, surtout des grands groupes, il y en a quand même très peu qui au niveau mondial le font, en particulier à ce niveau-là. Ils ont souvent des articles scientifiques qui sont vraiment de haute voltige, qui sont très bien faits, qui sont aussi très bien rédigés, et surtout qui ont des expériences qui supportent les données, parce que bien trop souvent, en particulier en cosmétique, on n'a pas beaucoup de données robustes, ou alors il faut croire vraiment le fournisseur qui évidemment vous montre que des données waouh. Je veux dire, quand on compare par exemple, vous savez en ce moment il y a cette mode de trouver des rétinol-like, où du coup on va comparer la molécule truc-muche ou l'actif machin chose issu de la plante parce que c'est green, donc waouh, ça va être forcément mieux versus le rétinol, et après on vous balance du marketing en train de dire « Ah, c'est 3 fois plus puissant que le rétinol ». Je suis là, bah ouais, si en fait vous prenez votre actif machin chose, que vous mettez 0,0001% de rétinol pendant une demi-heure alors que l'autre a été incubé pendant 20 jours, ouais, il y a des chances pour que votre actif soit plus efficace. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et c'est bien ça, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas ces données objectivées qui ont ici été revues par des pairs. Et ça, c'est quelque chose que L'Oréal fait et que je salue. Et L'Oréal a eu aussi un impact majeur sur la protection, en fait, de la peau face au soleil et aussi la compréhension des mécanismes biologiques qui sont entraînés face à l'exposition au soleil, et c'est vraiment quelque chose que je salue. C'est pour ça que j'avais envie en fait de faire cette vidéo. Souvent sur les gros groupes, et je pense par exemple sur L'Oréal, on a tendance un peu à leur taper dessus en permanence, en s'imaginant aussi que c'est des entreprises un peu complètement désincarnées finalement et qui sont juste là pour nous soutirer, nous pomper notre argent. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de choses chez L'Oréal, là en particulier pour la recherche, où ils investissent en fait réellement des fonds, et ça me fait plaisir en fait de voir ça, et j'avais envie aussi de le mettre en valeur. Juste parce que je sais pas, peut-être que vous allez l'entendre, il y a encore un peu des travaux dans l'appartement là qui est juste en bas du bureau. Donc c'est tout à fait possible que vous entendiez du bruit et que vous entendiez aussi mon assistante, c'est-à-dire Bulle, mon assistante toute poilue, qui fait du bruit parce que vous comprenez, madame dort pendant que moi je travaille. Enfin bref. Bon, écoutez, c'est parti pour le premier article. En plus, je peux vous les montrer parce que ce sont des papiers, ce qu'on appelle en open access. C'est-à-dire que là où en fait où ils ont été publiés, on peut y accéder gratuitement. Donc le premier en fait, il a été publié, c'est un très bel article. Est-ce que j'ai la date? C'est en 2010, il me semble que c'est ça, le 9 août 2010, dans le journal du British Journal of Dermatology. Oh là là, donc tout est en anglais. Et cet article-là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce qu'on appelle d'abord une review, c'est-à-dire que c'est un petit peu un état des lieux
sur l'exposition en fait chronique de la peau à des doses qu'on appelle suberythromal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que c'est un article où les auteurs, donc en l'occurrence il y a 4 auteurs, dont il me semble les 2 premiers font partie des laboratoires de recherche à l'époque c'était la Roche-Posay en tout cas, de L'Oréal, et un autre qui se trouve au King's College of London, qui est aussi un institut de recherche. D'ailleurs, j'avais cherché des laboratoires, moi, à l'époque où je faisais de la recherche encore en Angleterre, pour voir si j'allais pas bosser là-bas. Mais bref, je m'étends. Et du coup, c'est un article où ils vont essayer de faire un peu un état des lieux sur, en fait, qu'est-ce qui se passe finalement dans la peau quand on expose à des doses où on ne va pas avoir de coups de soleil. L'idée, en fait, de cet article, et il faut se remettre quand même dans le contexte, hein, ça fait plus de 10 ans qu'il a été publié, c'était en 2010, c'était de se dire, ok, nous, visuellement, et c'est pour ça que j'adore, en fait, cet article, c'est-à-dire que vous, visuellement, à ces doses d'UV, en fait, vous n'allez rien voir. Vous n'allez pas avoir de coups de soleil, et vous ne devriez pas non plus avoir de pigmentation, c'est-à-dire de bronzage. Et cet article-là, justement, en fait, ce qui va montrer, c'est que même quand on est exposé à des doses, en réalité, quotidiennes d'UV, ce qui touche quand même énormément de personnes, tout le monde ne vit pas forcément dans les tropiques, ou en tout cas dans des zones où l'ensoleillement est toujours maximal, quel que soit le niveau de l'année. Si vous vivez en région tempérée, moi personnellement, je vis par exemple à Paris, si vous vivez aussi en France métropolitaine, vous savez que si vous vous baladez en hiver, en automne, voire même parfois au début du printemps, quand c'est un peu nuageux, etc., on se dit on n'a pas besoin de protection solaire, tout va bien. Et moi, je me tue à vous répéter, mettez de la protection solaire tous les jours, etc. Et bien justement, dans cette review-là, c'est ça en fait qui vous démontre. Et c'est ce qui vous explique, c'est que quand en fait on compile l'ensemble en réalité de la littérature scientifique, on s'aperçoit qu'effectivement, à ces doses-là, là où on n'a pas de coup de soleil en réalité, on va effectivement avoir des dommages cutanés et du coup une accélération du vieillissement, bien que vous ayez l'impression de ne rien voir. Et c'est bien ça en fait qui est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce que je vous dis toujours, le moins d'UV est transmis, c'est-à-dire pénètre dans votre peau sur le long terme, toute l'année, à tout moment, et le mieux, et c'est pour ça qu'il faut que vous portiez un solaire tous les jours, qui non seulement va vous protéger des UVB, mais également des UVA. Et je fais une petite parenthèse, toutes les personnes, en particulier, j'ai envie de vous dire, quand ce sont des personnels de santé, tels qu'ils soient, médecins, dermatologistes, etc., qui vont vous prétendre que mettre une protection solaire ne sert à rien, en tout cas dans le photovieillissement, ce sont des charlatans. Et je pèse bien mes mots quand je vous le dis, parce que ça, c'est une review. J'ai fait exprès de vous montrer une review, c'est-à-dire que c'est pas une équipe de recherche qui s'est dit « Ok, on va rechercher sur ce sujet et on montre qu'il faut en gros mettre un solaire tous les jours. » Non, là c'est une review, c'est-à-dire qu'ils ont compilé plusieurs articles pour pouvoir justement arriver à ces conclusions-là. Et ça, c'était en 2010. Ce que je vous montre en réalité, il y a encore plus de données même maintenant. Les personnes qui vous disent l'inverse, en particulier des médecins, ce sont des ignorants tout simplement. Et je pense qu'il faut changer de médecin dans ces cas-là parce qu'il y a quand même un gros problème. Alors, dans cette vidéo, il y a énormément, évidemment, de choses à dire. Comme je vais vous montrer plusieurs articles, je vais être quand même assez succinct. Je vais juste vous mettre, en fait, en valeur certains aspects, en fait. Quelque chose qui est, en fait, dans le jargon et qu'on retrouve très, très souvent dans les tests pour mesurer le SPF, par exemple, d'un solaire. On parle souvent de MED, qui s'appelle Minimal Erythemal Dose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dose minimale pour avoir un coup de soleil, qu'on appelle un érythème solaire. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qu'ils expliquent dans tout un paragraphe qui s'appelle What is a suberythemal dose of ultraviolet radiation? En fait, dans ce paragraphe-là, ce qu'ils expliquent, c'est que la façon dont on va déterminer le SPF d'un solaire, bon là je vous montre que c'est le blur que j'ai, mais ça pourrait être un autre, en fait c'est qu'on va le regarder dans des conditions aiguës, c'est-à-dire que c'est violent. On va chercher à ce que la peau rougisse, à ce que vous ayez carrément un coup de soleil, c'est-à-dire que vous avez en gros cramé la majorité de vos cellules dans l'épiderme qui sont complètement dead, muerte, bye bye, c'est fini, c'est ça en fait. Donc c'est une dose en fait très aiguë. Évidemment, et ça fait sens si je vous l'explique comme ça, pour arriver jusqu'à la mort cellulaire, au début la cellule a été je ramasse un coup, mais bon, je peux un peu récupérer encore un plus gros coup, c'est encore plus dur de récupérer encore plus gros coup jusqu'au moment où c'est fini quoi. Et c'est là où vous avez le coup de soleil. Donc, entre ces effets-là, en fait, vous abîmez votre peau, même si visuellement, vous ne le voyez pas. Et c'est ça, en fait, et c'est aussi un petit peu le rationnel, finalement, de ce petit paragraphe, c'est expliquer que, finalement, toutes les conclusions qu'on a tirées en
en jugeant juste le SPF, qui est un facteur en fait de laboratoire qui vous permet de déterminer à quel moment en gros vous allez avoir un coup de soleil. En fait, on regarde ça que dans des conditions extrêmes en réalité. Mais que sous ces doses-là, à des doses plus faibles en réalité, la peau est déjà abîmée et elle est déjà en fait en train de vieillir. Mais la façon de le voir, vous n'allez pas pouvoir le voir visuellement. C'est-à-dire vous n'allez pas voir que vous allez avoir la peau qui rougit. Et vous allez voir par contre que vous avez beaucoup d'enzymes de réparation de l'ADN qui vont se mettre en route, beaucoup d'enzymes aussi antioxydantes et tout un mécanisme de protection cellulaire qui se met en avant, ce qui démontre en fait que les cellules sont déjà fortement abîmées. Dans un autre paragraphe en fait, qu'ils ont appelé the acute effects of through-barythermal ultraviolet radiation on the skin, en fait, ils vont décrire en fait tous les effets de cette dose en fait d'UV qu'on va avoir au quotidien quand on est sous justement cette dose avant d'avoir en fait ce coup de soleil. Donc ils vont vous décrire les effets par exemple sur la pigmentation, sur les dommages sur l'ADN parce qu'on en a déjà même sous ces doses-là, et en particulier sur le stress oxydatif, sur les fameux radicaux libres, sur ce qu'on appelle la photo-immunosuppression, l'exposition en fait au soleil même à faible dose tue vos cellules immunitaires et c'est assez dramatique et à des très très faibles doses, etc. Parce que en fait vos cellules du système immunitaire sont très très sensibles à l'exposition des UV. Donc là pareil, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait beaucoup trop long. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais quand même vous le faire en fait à un moment en fait. Mais ce qui montre c'est que même en fait à des faibles doses, c'est-à-dire qu'avant même par exemple si on regarde que les UVA c'est ce qui vous fait bronzer en majorité. Il faut aussi un petit peu d'UVB. Mais par exemple ils expliquent que la dose minimale en fait pour qu'on puisse commencer à avoir comment ça s'appelle, un bronzage en fait de la peau sur des phototypes de type 3 à 4, en fait, il faut qu'on soit à peu près à 15 joules par centimètre carré. Donc en fait, la seule chose que ça veut dire, c'est une quantité d'énergie sous forme d'UVA qu'il faut donner à la peau sur 1 centimètre carré. Il faut au moins 15 joules. Et là, dans ces cas-là, on va avoir en fait un brunissement de la peau, c'est-à-dire un bronzage. Et ce qu'il vous dit, c'est qu'en fait, quand on va en dessous de cette dose-là, déjà à 6 joules, donc vous voyez, c'est pratiquement 3 fois moins en réalité, on a déjà en fait des dommages, même sur des phototypes un peu plus foncés. Je fais exprès en fait de vous montrer en fait un peu tout ça pour vraiment que vous preniez conscience en fait que en réalité ce sont des doses très très faibles auxquelles nous sommes tous exposés au quotidien, même quand on a l'impression qu'il n'y a rien. On va maintenant passer au deuxième article qui lui a été publié un an après en 2011 sur, alors celui-ci, il s'intéresse en particulièrement aux filtres UVA dans les protections solaires avec les aspects de la régulation et l'aspect un petit peu biologique en fait. Bon, évidemment, c'est surtout l'aspect biologique, mais sachez en tout cas que L'Oréal a aussi beaucoup participé à toute la réflexion en fait, parce qu'il y a malheureusement, et c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, mais il y a un peu plus de 10 ans, on retrouvait encore régulièrement des solaires sur le marché qui protégeaient essentiellement des UVB et pas des UVA. Et en fait, dans cet article-là, en fait, ce qu'ils ont démontré, ils vous le disent d'ailleurs dès le résumé, là, je vais vous le montrer, que ces datas, en fait, montrent que in vitro et surtout in vivo, que seulement, en fait, un solaire où on a une bonne balance de protection entre les UVA et les UVB, en fait, donc contre l'ensemble du spectre, permettent en fait de diminuer drastiquement en fait l'impact biologique que ça a sur la peau. Et c'est bien pour ça que j'insiste toujours que sur vos solaires, il vous faut le logo UVA. Et du coup, d'un point de vue historique, L'Oréal a participé à cette réflexion, à cette démonstration. Et c'est ça en fait qui est très très intéressant. En introduction, il y a aussi des... ça fait peur, hein. Mais quand en fait vous lisez le début, souvent dans l'introduction, on vous fait un petit peu un état des lieux des connaissances. Et en fait, par exemple, ce qui vous explique, c'est que un jour on a summer day, donc un jour où il fait assez beau, l'énergie en fait que la peau va avoir sous forme d'UV, ça correspond à peu près à 3,5% d'UVB et 96,5% d'UVA. C'est seulement 3% d'UVB, finalement on se dit, ok, on regarde l'ensemble des UV en fait, donc UVB et UVA, l'énorme majorité en fait ce sont des UVA, et on a un tout petit peu d'UVB 3%. Et seulement ces 3% d'UVB, c'est ça qui vous crame la peau et qui vous donne un coup de soleil. Et c'est bien pour ça que je vous dis que là encore, ne descendez jamais en dessous d'un SPF 50+. Les solaires qui sont en dessous d'un SPF 50+, vont avoir une protection
UVA beaucoup plus faible, mais aussi une protection UVB du coup beaucoup plus faible. Et vous voyez qu'avec si peu d'UVB, ça vous crame la peau. C'est très peu, 3,5% sur l'ensemble des UV, et pourtant vous êtes brûlé. Donc j'espère que ça vous donne vraiment une idée. La raison, c'est parce qu'en fait les radiations lumineuses dans le domaine des UVB sont beaucoup plus énergétiques que celles des UVA. A contrario, les UVA, c'est la majorité. Vous en avez tout le temps, même quand il y a beaucoup de nuages. Et eux, en plus, ils pénètrent encore plus dans la peau. Juste après, ils vous disent que, par exemple, en France ou un jour d'été, en plein milieu en fait de l'été, dans le sud de la France, la dose maximale en fait qu'on peut avoir, elle est aux alentours à peu près de 22, ce qu'ils appellent MED, qui s'appelle Minimal Erythromal Dose, c'est ce que je vous ai dit, et que la dose des UVA, elle est aux alentours de 137 joules par centimètre carré, ce qui est déjà énorme, et ça va surtout beaucoup impacter votre peau et énormément l'abîmer. Dans cet article, ce qui est aussi très très joli, en fait, c'est ils ont beaucoup discuté en fait le ratio qu'on a entre UVA et UVB. Ce que je vous ai souvent expliqué, c'est que quand vous regardez un solaire européen, vous avez le SPF qui est de façon très simpliste, plus le SPF est haut, plus votre solaire en fait va empêcher que les UVB rentrent dans votre peau. Et ensuite vous avez le sigle UVA qui est un UVA avec un cercle autour. Et si vous l'avez, ça veut dire en fait que la protection UVA est au minimum est un facteur, donc c'est 3 fois moins que le SPF. Donc un SPF 50+, c'est au moins un SPF 60, vous faites 60 divisé par 3, vous avez une protection de 20. Et déjà à ce niveau-là, en fait, on s'aperçoit qu'au niveau spectral, c'est-à-dire que si on regarde votre solaire, ce qu'il est capable de manger en termes d'UV, on a plus ou moins un équilibre de protection, c'est-à-dire qu'on va beaucoup empêcher les UVA de pénétrer. C'est un petit peu l'idée. Et en fait, ce papier a finalement participé à la mise en place de la réglementation européenne autour de ça, et c'est ça qui est assez joli. Et dans en fait cet article, vous avez ensuite toute une partie sur la prévention de la pigmentation, sur la prévention des dommages de l'ADN, en utilisant justement ce ratio et pour montrer en fait que c'est efficace. Je vais pas entièrement vous le décrire parce que ce serait beaucoup trop long, mais ils vous font en fait le comparatif entre en gros les vieux solaires qui protégeaient mal des UVA et ceux qui protégeaient bien des UVB. Mais vous avez quand même une figure qui est très très jolie, qui est la figure numéro 2 dans cet article, où en fait ils ont pris une peau qui va être exposée aux UV, une peau ensuite qui est protégée par une protection solaire avec une protection UVA de 7 et ensuite une protection UVA de 3. Donc en fait beaucoup plus faible, et ils vont en fait regarder l'activation de ce qu'on appelle le P53 immunoperoxydase. Alors la figure que vous avez en haut, en fait, c'est la peau, c'est le contrôle qui n'a pas été exposé au soleil, et ensuite vous avez la peau qui a été exposé au soleil. Il manque un contrôle dedans, mais c'est pas très important. Mais en fait, ce que vous voyez, en fait, c'est que quand on a une protection UVA qui est un peu plus faible, on a un peu moins d'activation de la P53, mais que ce n'est pas suffisant. Ce qui vous montre en fait un peu plus tard dans l'article, en fait, c'est que quand on augmente la protection UVA, et là, effectivement, on va observer une nette diminution et une meilleure protection en particulier. Il vous montre aussi en fait qu'au niveau dermique, on a aussi une meilleure protection au niveau des fibroblastes. Je vais pas tellement rentrer dans le détail parce qu'en fait, je vais vous le montrer tout simplement dans l'article suivant que je vous ai en fait déjà montré. Alors celui-ci, il est nettement plus récent. Il a été publié en 2022. Peut-être que vous entendez un petit bruit de perceuse d'ailleurs au passage. Désolé. Cet article en fait a été publié sur le nouveau fil de L'Oréal qui s'appelle le fameux UVMune 400. Alors, son vrai nom, si vous le voulez, c'est un nom... Attends, il faut que je le lise, hein, parce que celui-ci, voilà, j'arrive à le reconnaître. Ça s'appelle méthoxypropylamino cyclohexynidine éthoxyéthanol cyanoacétate. Probablement que je l'ai mal dit. Slash MCE de façon simple. Bon, on est d'accord. Dans cet article, en fait, ils ont regardé en fait l'efficacité de ce filtre. Et là encore, ce qui est en fait très très joli, c'est qu'ils nous ont aussi fait des données sur de la peau reconstituée in vitro. Il y a une très très belle figure sur la protection des fibroblastes que je vais en fait vous montrer. Juste avant, je vais vous montrer en fait ce qu'on appelle cette figure d'absorbance. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de vous le simplifier un maximum. Quand vous regardez en fait les UV,
Vous avez les UVC, les UVB et les UVA. Les UVC, normalement, sauf en Australie, ils sont filtrés par la couche d'ozone, donc raison de plus pourquoi il faut protéger notre atmosphère. Ils sont filtrés, alors ceux-là, par contre, ils sont... on utilise en fait les UVC, par exemple, dans les laboratoires pour désinfecter les hôtes, etc. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est toxique, quoi. Les UVB, ils sont entre 290 et 320. Ensuite, vous avez les UVA, qu'on divise en UVA de type 2 et UVA de type 1. Les UVA de type 2, c'est entre 320 et 370. Et entre 370 et 400, en fait, vous avez les UVA de type 1, qui sont en fait les plus proches de la lumière que vous voyez avec vos yeux et qui sont ceux qui pénètrent le plus dans la peau. La majorité en fait des filtres solaires qu'on va avoir, ils vont surtout filtrer la partie qui est entre les UVA en fait de type 1, c'est-à-dire les plus proches des UVB, et pas tellement à la fin. Vous en avez, ce sont des filtres qui sont assez blanchissants, et L'Oréal, en collaboration en fait avec BASF, qui est un énorme industriel qui produit en fait les filtres solaires, ont développé en fait ce nouveau filtre qu'on appelle l'UV 1400 qui permet en fait de protéger des UVA1 longs. C'est ça en fait que finalement vous devez retenir. Et dans cet article-là, donc il vous montre son efficacité, etc., sa stabilité, c'est très très joli. Ils ont de toute façon un brevet dessus. Ils vous montrent aussi des comparaisons d'absorbance avec un solaire, on va dire entre guillemets plus classique. Je vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais ce qui est en fait très joli, c'est ce qu'ils ont montré en fait sur les quantifications. Donc en fait là, ce que je vais vous montrer, ce sont deux figures. Ils auraient pu le faire d'ailleurs de façon un peu plus résolutive, mais c'est pas grave. En fait, c'est dans la figure 3 où ils ont pris en fait de la peau reconstituée in vitro. Ce que vous voyez en fait en rouge tout en haut, c'est votre épiderme. Ce que vous voyez en bas, qui est tout noir avec un peu des taches vertes, ce sont en fait vos cellules que vous avez dans le derme qu'on appelle des fibroblastes. Ils ont pris cette peau, soit pas exposée au soleil, exposée avec 40 joules par centimètre carré ou bien 60 joules par centimètre carré. C'est-à-dire des doses incrémentables, on augmente les UVA. Ils se sont amusés ensuite à compter les fibroblastes. D'abord sans protection solaire et ensuite avec leur nouveau filtre solaire, soit à 0,7%, soit à 1,5%. Donc en fait, c'est un solaire qu'ils ont développé, soit avec 0,7% de leur filtre UV 1400, soit à 1,5%. Et ce que vous voyez en fait dans la figure C finalement, c'est quand on compte les fibroblastes et quand on utilise cette formule de solaire avec 1,5, en fait, entre la peau pas exposée et celle qui est exposée, ben on a sensiblement le même nombre de fibroblastes. Ça vous montre deux choses. D'abord, ça vous montre tout simplement que même en ayant en réalité une protection solaire au quotidien, ne devenez pas fou, mais que les fibroblastes y prennent déjà un coup. Donc imaginez 100, en 100, c'est dramatique, c'est ce que vous voyez de toute façon en bleu. Bye bye les fibroblastes qui fabriquent votre collagène. Et ce que ça vous montre, c'est que quand on augmente la protection dans le domaine des UVA1 avec leur nouveau filtre solaire, mais en fait c'est qu'on protège ces fibroblastes, on empêche. Je vais pas plus vous décrire l'article parce qu'il y a d'autres choses à dire dedans. Mais c'est quand même très très intéressant. Vous avez aussi toute une autre partie. Je vous l'avais fait dans une ancienne vidéo. Je sais plus où elle est. Bah, je crois en fait que c'était... Si, c'est ma vidéo en fait sur le V1400 que je vous avais fait l'année dernière. D'ailleurs, je vais vous le laisser dans la description parce que c'est un solaire qui contient malheureusement de l'avobenzone. Donc il n'est pas forcément pour tout le monde. Moi, ma peau ne le supporte pas parce que je ne supporte pas l'avobenzone. Si vous n'avez pas de problème avec, YOLO Yulala, allez-y. Le dernier article que je vais vous montrer, que je vais très très peu décrire parce que sinon je pense que je vous ai peut-être déjà perdu. C'est un article en fait qui a été publié en 2023, qui franchement n'est pas le meilleur, mais c'est en fait une étude qui a été faite sur 8 semaines, où en fait ils ont pris deux populations, donc ça a été fait sur des personnes qui sont brésiliens et sur, j'imagine, des asiatiques qui sont en fait en Chine, où ils ont utilisé en fait deux solaires différents, SPF 50, un SPF 50 qui ne contient pas l'UV 1400 et un autre qui contient l'UV 1400. Je vais vous montrer tout de suite la figure de l'absorption, c'est-à-dire de la différence des deux solaires. Et en fait, ce que vous allez voir, bon, c'est comme attendu parce que c'est le but de l'UV 1400, en fait, c'est que quand vous avez de l'UV 1400, en fait, ça va vraiment vous protéger. Ce que vous voyez en rouge dans le domaine de 370 jusqu'à 390, c'est-à-dire le domaine visible. En fait, c'est là où ce solaire va plus protéger comparé à un solaire entre guillemets plus classique, c'est-à-dire non blanchissant. En gros, c'est ça. Et ce qu'ils ont en fait montré dans cet article-là, c'est que un solaire en fait SPF 50, alors c'est pas un 50+, là juste un 50, qui a ce filtre en plus en fait,
on a une réduction qui est un peu plus significative de la pigmentation en fait chez les personnes qui l'ont utilisé. Et ces études en fait ont été faites au niveau des bras. Ce qui est quand même dommage dans cet article, c'est qu'en fait on a juste des tableaux avec des données. Je trouve ça dommage en fait qu'ils nous ont pas aussi inclus quelques images représentatives. Ils auraient pu en fait pousser un peu plus loin parce qu'il n'y a pas que la pigmentation qu'on aurait pu regarder. Mais je trouve ça quand même assez intéressant et j'avais en fait envie de vous le montrer aussi pour vous montrer en fait que la recherche continue. C'est pour ça que je vous dis que je trouve que cet article-là est un petit peu limité et que j'aurais bien aimé qu'il y ait beaucoup plus de données en fait qui ont été faites dessus. Je sais pas dans quelles conditions évidemment ça a été fait, mais voilà, c'était un petit peu pour vous montrer. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. J'ai bien conscience que ça c'est une vidéo assez particulière, très très scientifique. Je vous le fais pas tout le temps, mais j'avais envie un petit peu de vous faire un peu cet état des lieux finalement. Enfin c'est pas vraiment un état des lieux parce que c'est moi qui ai choisi des articles. Il y en a beaucoup plus évidemment qui ont été publiés chez L'Oréal, mais je trouvais ça intéressant de vous faire cette réflexion et j'espère en tout cas qu'avec la fin de cette vidéo, s'il y a une chose comme d'habitude à retenir, c'est de vraiment porter son solaire tous les jours, toujours son SPF 50+, avec le logo UVA. Je vais le répéter 10 000 fois. Je vous laisse dans la description d'ailleurs quelques solaires que j'aime beaucoup, qui sont très élégants, et aussi le lien vers une autre vidéo où je discute de plusieurs solaires pour pouvoir en fait un peu vous orienter et vous aider. Écoutez, voilà pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à me donner un pouce bleu, à enclencher la cloche de notification. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi aussi sur l'Instagram de ma propre marque. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Bye bye les zouzous. Au revoir.